Bonsoir, monsieur, dame. Alors, pour ce cénacle, le cénacle qui a déjà une certaine tradition, la dernière fois consacré au cinéma, ce soir, ce cénacle, alors, ces discussions à table ronde, est consacré donc à la Galerie nationale de Prague, son organisation, ses expositions, ses problématiques, en présence donc de Monsieur Vladimir Rösl, directeur général de la Galerie nationale de Prague. C'est homologue français autour de ces tables rondes, mais qui est un peu carré, cubiste un peu, oui, voilà. Et Brigitte Léal, directrice adjointe, oui, du musée d'art moderne au centre Pompidou, qui est une grande spécialiste du cubisme, voilà, c'est pourquoi elle est contente que la table ne soit pas ronde, et donc qui a travaillé avec nous, notamment alors sur cette exposition de František Kupka qui vient de fermer ses portes, malheureusement. Et je vous présente M. Alain Lombard, administrateur du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie, alors qui va parler de système de musée en comparaison avec le système tchèque, le système de musée en France. Donc, je donne la parole maintenant à M. Vladimir Rösl pour nous présenter donc, la Galerie nationale et la problématique qui est la sienne. Alors, voilà. Dobrý večer. My jsme původně uvažovali toto setkání, které by představilo spíš výstavu Františka Kupky, která proběhla vlastně v závěru a na začátku tohoto roku. Lorsque nous avions commencé à discuter de cette soirée, l'idée d'origine était de présenter un peu l'exposition Kupka que vient de mentionner Markéta. A nakonec z této prezentace výstavy Františka Kupky vyšla toto setkání, které bude nejenom o Národní galerii, ale bude o mezinárodních výstavách, mezinárodních zápůjčkách a v závěru také o tom, jaký je vztah mezi státem a institucemi, jako je Národní galerie, Centre Pompidou nebo Musée d'Orsay. Et je suis content que nous ayons donc élargi le thème de cette façon-là et que nous puissions discuter un peu du fonctionnement de nos institutions, des prêts par exemple, de la relation entre l'État et les grandes institutions d'art telles que justement la Galerie nationale de Prague, le Centre Pompidou, le musée d'Orsay, le musée d'Orangerie. Na úvod tedy něco k Národní galerii. Je to instituce, která má, jejíž historie se vlastně počítá od roku 1796, byť jako instituce taková vznikla až po druhé světové válce zákonem z roku 1948. Alors quelques mots pour vous présenter la Galerie nationale de Prague. Elle voit le jour en 1796 déjà, mais telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle a été créée ou modifiée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1948. Národní galerie je vlastně umělecké muzeum, řekněme, encyklopedického rázu, nakolik sbírky, které spravuje, pocházejí z období 3,5 tisíce let před naším letopočtem a končí vlastně v té nejsoučasnější umělecké tvorbě. C'est une institution, donc, je dirais, de type encyclopédique, puisque les collections de la Galerie nationale comportent des œuvres qui vont de 3500 ans avant notre ère jusqu'à des œuvres artistiques tout à fait contemporaines.
Instituce jako taková nemá vlastní kolekce, jedná se tedy pouze o správu státních sbírek, které Národní galerie tedy spravuje, a celkem se jedná o soubor zhruba 365 000 uměleckých předmětů, které Národní galerie spravuje jménem státu a vystavuje zhruba na 7 různých lokalitách. Il nous faut préciser que la Galerie nationale n'est pas propriétaire des collections dont elle a l'administration. Elle administre donc des collections qui sont les collections de l'État tchèque. Ces collections comptent à peu près 365 000 œuvres disposées dans 7 lieux. Některé z těch budov, které Národní galerie spravuje a kde jsou stále expozice i tedy pořádané výstavy, je teď můžete vidět za mnou na tom screenu. Jsou to, jak vidíte, všechno budovy, které nebyly původně určeny k tomu, aby byly výstavními prostory. Jsou to tedy rekonstruované původně tedy, řekněme, rezidenční paláce na využití pro potřeby expozic Národní galerie. Les lieux d'exposition dont dispose la Galerie nationale, et que vous pouvez en voir certains sur l'image derrière nous en ce moment, présentent donc des expositions permanentes, des expositions temporaires. Comme vous le voyez sur ces images, ce ne sont pas des lieux qui à l'origine étaient conçus comme des lieux d'exposition. Le plus souvent, il s'agissait de palais résidentiels qui ont été adaptés pour les besoins de la Galerie nationale. Čím je Národní galerie asi nejvíce známá, jsou především sbírky starého evropského a starého českého umění. Potom samozřejmě klasické moderny, ať už se jedná o francouzské či české umění. A i určitou specifičností je sbírka vlastně orientálního umění, kde je jedna z největších sbírek čínského a japonského umění, jak tradičního, tak i vlastně současného. Une des collections les plus connues est la collection d'art ancien tchèque et européen. La seconde grande collection est la collection qui comporte des œuvres d'art moderne classique, tchèque et français principalement. Une des spécificités aussi est que la Galerie nationale administre une collection d'art oriental. C'est une des plus grandes collections d'art chinois et japonais en Europe, d'art ancien, mais aussi d'art contemporain. Nejviditelnější budovou je tzv. Veletržní palác, což je budova z roku 1927 ve funkcionalistickém stylu, kde se v tuto chvíli nachází sbírka moderního a současného umění Národní galerie. Un des lieux les plus marquants, c'est le Veletržní palác, le palais des grandes foires, donc un bâtiment fonctionnaliste où se trouve actuellement la collection d'art moderne. Z této budovy nebo z této sbírky také vlastně pochází největší část děl, která byla vystavená na výstavě tedy Františka Kupka Cesta k Amorfie, a kterou jsme vlastně zahájili sezónu roku 2013, byť původně se jednalo o výstavu, která byla koncipována k 100letému výročí prezentace vlastně prvního abstraktního díla Františka Kupky tady v Paříži. C'est de cette collection que sont issues la plupart des œuvres présentées justement à cette exposition Kupka, La route vers Amorpha, exposition qui a débuté notre saison 2013, même si notre intention à l'origine était de présenter cette exposition pour le centenaire de la présentation de ce qui est considéré comme la première œuvre abstraite Amorpha. Teď tedy ze stále expozice k výstavě Františka Kupky, která skončila teď vlastně v březnu. Byla vystavena v Salonském paláci, který byl nově otevřen pro potřeby Národní galerie v minulém roce, vlastně v listopadu. Quelques mots donc sur cette exposition, František Kupka, La route vers Amorpha.
Elle a été présentée dans un palais qui s'appelle le palais Salomonsky Palace, qui a été rénové récemment, qui a été ouvert en novembre et adapté donc pour les besoins de la Galerie nationale. Tato výstava byla velice významná pro Národní galerii nejenom tím, že to bylo vlastně znovu otevření, nebo že to bylo vlastně otevření Salomonskyho paláce, ale byla to po dlouhé době mezinárodní výstava, kterou Národní galerie realizovala. C'était pour nous une exposition très importante, pas seulement parce que cela marquait l'ouverture de ce nouveau lieu, mais aussi parce que c'était une grande exposition de type international, ce qui était important pour nous. Kromě toho to byla výstava, která pravděpodobně byla nejvíce navštěvovanou výstavou v České republice. Byť oproti Paříži ta návštěvnost nebyla tak významná, ale pro naše podmínky, ať už pražské či České republiky, jednalo se o 50 000 návštěvníků, což je zhruba jednou tolik, což jsou běžné, nebo jednou tolik, je to o polovinu více, než jsou běžné návštěvy ať už v Praze nebo jiných městech, které prezentují ať už staré, či moderní, či současné umění. C'était une exposition importante aussi parce que c'était probablement une des expositions les plus visitées. Si je vous dis le nombre de visiteurs, ça vous paraîtra peut-être pas très important par rapport au nombre de visiteurs qui viennent voir les expositions ici à Paris. C'était à peu près 50 000 visiteurs, mais dans le contexte de la République tchèque, cela constitue à peu près le double de la norme à Prague ou dans les principales villes qui présentent des expositions d'art ancien ou moderne. Já bych teď požádal Markétu Teinhardt, aby nám něco řekla k této výstavě, protože je jednou z autorek této výstavy a také aby nám řekla něco o výběru děl, proč a jak se rozhodla. A to nám potom také pomůže se dostat k tomu tématu mezinárodní výstavy, zahraniční zápůjčky a další. Peut-être j'aurais envie de passer la parole à Markéta tout de suite, qui un des commissaires de cette exposition, pour nous la présenter brièvement, nous parler un peu du choix des œuvres, de ce qui a motivé ces choix. Et je crois que ce sera un bon moyen d'en arriver justement à la thématique qui va nous intéresser ce soir, celle des prix internationaux, des expositions internationales, etc. Voilà, merci beaucoup. Alors, comme M. Reuze l'a déjà dit, cette exposition a été organisée pour célébrer le 100e anniversaire de l'exposition de la première œuvre abstraite dans l'histoire, ça veut dire 1912, au Salon d'automne de 1912. Alors, le choix s'est imposé un peu, le choix thématique de cette exposition. Il ne s'agit pas vraiment d'une exposition exhaustive, monographique, mais d'une exposition, d'une certaine façon, thématique. On a donc choisi deux œuvres que František Kupka lui-même avait exposées dans le cadre des salons parisiens. On a commencé avec l'an 1899, où il a exposé pour la première fois à Paris, donc dans le cadre de salons de la Société nationale. Ensuite, exposition par exposition de différents salons après, donc c'était surtout après des indépendants, des salons d'automne. On a suivi donc ce chemin vers l'Amorpha de 1912, mais on a suivi ce chemin jusqu'à 1913, où il a exposé donc pour la dernière fois avant le début de la Première Guerre mondiale. Il faut dire que les résultats, à mon avis, étaient assez convaincants, parce qu'on a vraiment montré des œuvres que lui-même avait choisi de représenter ces concepts artistiques. Et donc, je crois que nous-mêmes, on était, après avoir vu donc, ces œuvres ensemble, on était nous-mêmes un peu étonnés de la cohérence de ce chemin qu'on a expecté, mais
mais c'était quand même un peu une surprise, même pour les organisateurs. Et je crois que c'était aussi, pas seulement la célébrité de Kupka en République tchèque, mais c'était aussi l'une des raisons pourquoi le public est venu aussi nombreux. J'ai vu pour la première fois à Prague de longues queues devant cette exposition, et il faut dire qu'il ne faisait pas très chaud. C'était déjà donc au mois de janvier, février, alors je peux vous dire que ça frisquait. Et pourtant, alors il y avait de longues queues, donc des gens qui ont attendu pour pouvoir voir cette exposition. Donc, M. Reus a raison de me rappeler que aussi, ce n'était pas systématique, mais on a tenté de montrer aussi deux œuvres finalement qui ont aussi été présents à la célèbre exposition du Salon d'automne. Deux œuvres qu'on peut voir dans cette photo, sur cette photo historique où on voit aussi Amorpha elle-même, et donc deux œuvres de cubistes de salon, comme on dit, n'est-ce pas, de Glaise et de Messager, qui étaient donc juste juxtaposées à côté de l'Amorpha de Kupka donc de la même année. On voit quel concept artistique, toute cette différence du concept artistique entre ces cubistes et entre donc Kupka qui a pris un autre chemin. Bref, voilà. Alors, donc ça, il y avait des prêts très importants, notamment donc, du Centre Pompidou, du Musée d'Art moderne, grâce donc à Brigitte Léal, qui a aussi, de façon très importante, participé à ce beau catalogue qui est paru en 3 langues, donc en français, en anglais et bien entendu en tchèque. C'est pour la première fois, je crois, dans l'histoire de la Galerie nationale et donc voilà, donc je crois que c'était un succès, et je crois que cette exposition, qui a eu des échos vraiment très positifs, a pu vraiment inaugurer une nouvelle ère des expositions avec une participation, avec des prêts importants, avec des participations étrangères. Et donc je crois que cette nouvelle ère s'ouvre pour la Galerie nationale aussi dans le cadre d'autres expositions, et je demanderai peut-être encore M. Reus de dire quelque chose sur le projet d'exposition. My se k těm projektům ještě vrátíme. Já bych možná požádal o ty hlavní díla, která vlastně tvořily tu výstavu. Ah oui, c'était. On me demande de commenter les œuvres de cette exposition. Voilà, donc le Grand Nu, qui vient donc du musée Guggenheim, une magnifique œuvre, vraiment étonnante, n'est-ce pas? Alors, on a bien apprécié, aussi Brigitte Léal, aussi M. Alain Lombard ont vu ces œuvres-là, aussi donc des autres prêts cette fois-ci de MoMA, de New York, musicien follow. Alors vraiment brièvement, donc avant ces premiers pas vers l'art non figuratif. Alors une chef-d'œuvre donc du musée d'art moderne, donc Centre Pompidou, enfin dans le triangle, plan par couleur, donc on voit donc comment. Voilà, donc c'est deux œuvres qu'on a choisies de deux cubistes qui ont exposé au même moment au salon d'automne, et on voit bien cette différence, et voilà, je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, mais c'était une exposition pas grande, mais très riche et très importante. Peut-être je demanderai Brigitte Léal si elle pourrait donner ses impressions de cette exposition. C'est une exposition très impressionnante par la qualité des prêts, avec des œuvres majeures, pas seulement de l'œuvre de Kupka, mais de l'art du XXe siècle, tout simplement, avec des œuvres qui ont vraiment fait date, bien sûr, Amorpha, qui était le grand chef-d'œuvre de l'ensemble,
mais je crois que ça montrait très bien aussi ce parcours, le passage de Kupka, son importance dans le passage entre symbolisme, fauvisme, cubisme, abstraction. Il a vraiment été un des moteurs, un des phares de cette évolution stylistique au début du XXe siècle et qui montre très bien justement la complexité du passage entre tous ces mouvements. Et il n'y a pas des frontières hermétiques entre tous ces mouvements, mais au contraire une espèce de glissement et de mélange. Et je crois que en ce sens, à la fois la figure de Kupka et cette exposition a été très pertinente et très efficace pour comprendre comment ces mouvements ne se sont pas enchaînés, mais au contraire ont été complémentaires les uns avec les autres. Et c'était aussi une des réussites de l'exposition de montrer cela. Merci beaucoup. Et voilà, je pense aussi que c'est le moment venu. Peut-être je demanderai avant, parce qu'Alain aussi il a vu cette exposition, s'il voudrait dire 3 mots sur ses impressions avant de passer vers une caractéristique des musées, ce qui était prévu. Oui, évidemment c'était une exposition extraordinaire. J'étais moi aussi sous le charme, comme les milliers de visiteurs qui sont venus la voir. C'est vrai que le sujet était original et assez... pas très spécifique, ce n'était pas une monographie sur le cas, ça a été indiqué, c'était Kupka et les salons, un sujet clairement identifié. Les prêts majeurs avaient été obtenus pour permettre de traiter ce sujet, et on le sait, c'est très difficile d'obtenir des prêts de grandes institutions comme le Centre Pompidou ou Guggenheim, bien sûr, ou le MoMA. Par ailleurs, j'ai aussi remarqué combien la scénographie avait été réussie. Il y a eu vraiment des gros efforts, on le voit d'ailleurs sur les photos, pour la scénographie de l'exposition. Et puis enfin, ce qui a certainement contribué au succès de ce projet, c'est une communication très importante. Vraiment, des gros efforts ont été réalisés pour que cette exposition bénéficie d'une véritable communication. Quand on se promenait dans la ville, on voyait partout des panneaux qui annonçaient l'exposition. Et je pense que c'est ce qui a contribué au succès public remarquable de l'exposition. Voilà, merci. Alors ça fait chaud au cœur d'entendre des mots aussi chaleureux de cette exposition. Mais je pense que maintenant le temps est venu de parler un peu de différences dans la structure de musées, de système de musées. Donc, par exemple, à Prague, on a vu que la Galerie nationale est une institution très complexe, où il y a donc, différents bâtiments, toujours consacrés à certaines collections, donc c'est changeant, mais donc il y a peut-être une différence entre ces systèmes-là et le système donc en France de musées nationaux, de musées de la Réunion donc de musées nationaux, le musée d'art moderne, Centre Pompidou, le Louvre ou donc musée d'Orsay et le musée de l'Orangerie. Je demanderai donc peut-être Monsieur Lombard de nous dire un peu en 3 mots quel est le système donc ici pour qu'on puisse comparer avec ce qui se passe donc à Prague et quelque chose sur les possibilités qui en résument. Je ne crois pas indispensable de présenter le musée d'Orsay, en tout cas je pense que vous le connaissez. C'est en tout cas donc c'est un des grands musées nationaux, vous le savez, donc il y a des musées nationaux plus ou moins importants. Parmi les plus grands, il y a le Louvre qui traite de tout l'art avant 1848. Il y a le Centre Pompidou qui traite de tout l'art, quand je dis tout l'art, ça veut dire des collections nationales après 1914. Et puis entre les deux, il y a le musée d'Orsay, dont la période pour les collections nationales s'étend entre 1848 et 1914. Donc il y a ce réseau des grands musées nationaux, il y en a d'autres qui sont plus petits, et puis il y a en fait des centaines et des centaines de musées de France qui dépendent pour la plupart des collectivités locales, c'est-à-dire pour l'essentiel des villes, et donc dans chaque grande ville ou ville moyenne française, il y a un musée qui dépend en général de la mairie.
Alors ce réseau est très disparate, puisqu'en fait la taille des établissements, le public qu'ils accueillent est très variable d'un établissement à l'autre. Vous savez, le Louvre atteint près de 10 millions de visiteurs, et le Centre Pompidou et Orsay dépassent les 4 millions de visiteurs chaque année. Donc ce sont des très gros établissements. Dans les villes en région, c'est évidemment en général une fréquentation qui est moindre. Alors la réunion des musées nationaux que citait Marcella Teinart est un organisme qui a beaucoup changé au cours de ces dernières années, puisque pendant longtemps sa mission était une mission assez générale qui s'étendait à la plupart des musées nationaux. Or, depuis quelques années, la plupart de ceux-ci, des grands établissements, se sont transformés en établissements publics qui sont devenus donc un peu plus autonomes, en tout cas qui ne dépendent plus du tout de la réunion des musées nationaux. Ça n'a jamais été le cas du Centre Pompidou, mais pendant longtemps, tous les musées dépendaient de la réunion des musées nationaux. Maintenant, ce sont des établissements publics. Celui d'Orsay gère à la fois le musée d'Orsay et le musée de l'Orangerie. Il est en fait assez récent, il n'est pas il y a très longtemps. Et voilà ce qu'on peut dire très brièvement sur l'organisation des musées en France. Merci beaucoup. Donc, comparé à ce système-là, je suppose que le système donc, en République tchèque est un peu autre, et notamment donc, la Galerie nationale qui est quand même structurée, un peu en parallèle, mais pas tout à fait. Alors, au fur et à mesure, je demanderai donc quelques explications de ce réseau. Český systém není až tak rozdílný v té struktuře, co samozřejmě městské, regionální a potom ty státní, myslím přímo ty řízené ministerstvem kultury, galerijní instituce. Les différences ne sont pas forcément marquantes à première vue. Il y a aussi tout un réseau de musées nationaux en République tchèque, dans les villes, dans les régions, et puis les musées qui dépendent directement de l'État. Národní galerie spadá do té, řekněme, vrcholové části, to jest, je teda jedna z institucí přímo řízená ministerstvem kultury. Jedná se i o specifickou formu organizace, takzvané státní příspěvkové organizace. La Galerie nationale étant une des institutions les plus importantes dans ce réseau, elle dépend du ministère de la Culture et a un statut assez particulier, fixé spécifiquement pour elle, puisque, comment traduire ça? Contribution. Oui, c'est une institution à contribution publique. Rozdíl je možná oproti Francii v tom, že instituce typu Národní galerie nemá až tak úplně jasný mandát od státu. Une des différences sans doute entre la Galerie nationale et les institutions françaises, c'est que la Galerie nationale n'a pas un mandat clairement défini par l'État. Nejedná se o přímo závislou či nezávislou instituci, avšak protože je v režimu té státní příspěvkové organizace, je přímo závislá na přirozdělování zdrojů z Ministerstva kultury. À la fois c'est une institution qui n'est ni tout à fait dépendante de l'État, ni tout à fait indépendante. Une chose est sûre, c'est qu'elle dépend du budget du ministère de la Culture. Jako instituce je sice řízena statutárním orgánem neboli výkonným ředitelem a ten má určité odpovědnosti, to znamená ručí prakticky za vše, avšak nemá k tomu odpovídající pravomoce. La Galerie nationale est dirigée donc par son directeur qui a toutes les responsabilités de son fonctionnement, mais qui n'a pas forcément tous les pouvoirs en lien à ce fonctionnement. To se také odráží v tom, jak vlastně instituce jako taková funguje, protože je pouze správcem státního sbírkového fondu a jako správce nemá, řekněme, instrumenty, nástroje k tomu, aby aktivně mohla tento státní sbírkový fond řídit.
Je le disais, la Galerie nationale est donc l'administrateur des collections d'État, mais n'a pas forcément tous les outils, tous les bons outils pour administrer ces collections d'une façon idéale. Tady je režim určitého dohledu, státního dohledu, které vykonává